Bonjour, merci de choisir New World TV, surtout New World Info, à l'heure de décryptage. Nous sommes avec Mamadou Diouf, avec lui. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Les États-Unis interpellent le Rwanda sur le M23. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien, vous commencez bien la semaine? Bonjour Michel. Tout va bien donc. À l'issue du sommet des États-Unis Afrique, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a demandé le 15 décembre dernier à Kigali d'agir pour permettre l'application de l'accord de Luanda et donc le retrait du groupe rebelle M23. Mamadou Diouf, une fois encore, les États-Unis font pression sur le Rwanda. Oui, ça peut paraître curieux de prime abord, puisque tout le monde savait qu'il y avait quand même une certaine relation avec le Rwanda qui était là, mais les observateurs savent très bien que depuis quelques années, cette relation a connu des couacs, surtout sur un certain nombre de questions en matière de droits de l'homme, où on voit les Américains insister régulièrement. Mais il ne faudrait pas être dupe également quand vous regardez le Rwanda, quand vous regardez la RDC, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue ressources minières. S'il faut choisir entre ces deux pays, il est clair que les Américains ne vont pas hésiter. C'est de très bons capitalistes. C'est une chose. Autre chose est là, vous avez la Russie qui est en train de s'installer progressivement sur un certain nombre de pays africains et vous avez les États-Unis qui essayent de leur barrer la route et la Russie s'installe souvent sur la base de ces conflits. Centrafrique, Mali actuellement, éventuellement Burkina Faso, etc. Mais tout ça, on l'inclut dans une réflexion stratégique. Il vaut mieux stabiliser le Congo, demander au Rwanda de se tenir tranquille, d'arrêter son soutien au M23 parce que à travers le monde, c'est comme si, sauf le président Kagame et le Rwanda officiel, tout le monde est convaincu que le Rwanda soutient le M23. Alors, et pour sauver la situation, les États-Unis demandent l'application de l'accord de Luanda. Cet accord de Luanda, il se trouve à quel niveau aujourd'hui, Mamadou Diouf? Il se trouve bloqué parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'il y a un sommet qui a été organisé. Malheureusement, le Rwanda n'est pas venu, il faut le rappeler. On avait voulu rassembler le président Kagame et le président Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi est venu, le président Kagame s'est fait remplacer par son ministre des Affaires étrangères. Malgré tout, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. L'ancien président du Kenya a fait quand même un travail formidable. Des décisions ont été prises demandant carrément au M23 de se retirer, de déposer les armes. Et à l'époque, parce que les données ont changé, Tshisekedi avait posé ça comme condition pour pouvoir accepter qu'il y ait une discussion. Mais le M23 est sorti dans un communiqué dire qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par ce qui a été décidé. Alors que si le M23 ne se sent pas concerné par cet accord, ce que je disais tout à l'heure, retirez-vous des territoires que vous avez occupés, déposez les armes, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse au M23, ils ne se disent pas concernés et on a vu le résultat, les combats ont repris puisque l'accord en tant que tel n'a pas pu être mis en œuvre. Alors Mamadou, est-ce qu'on peut dire qu'officiellement les États-Unis reconnaissent l'implication du Rwanda dans ce conflit puisque Kigali, par le truchement de son ministre des Affaires étrangères et également du président Paul Kagame, Kigali donc a toujours nié son implication. Mais c'est très clair, d'autant plus que parmi ceux qui ont travaillé sur la question, vous avez des groupes de recherche qui sont en relation avec des universités américaines. Donc si les États-Unis veulent avoir l'information, la vraie information, ils ont les éléments qu'il faut pour pouvoir obtenir cette vraie information et très certainement, ils n'ont pas hésité à aller chercher cette information avant de se prononcer. Quand Anthony Blinken parle, c'est la voix officielle des États-Unis. Il n'y a pas de voix plus officielle en matière de relations extérieures que lui. Et dans ce qu'il dit, il est clair, ils sont en train de demander au Rwanda de revoir sa position. D'ailleurs, pendant le sommet, il y a eu de petites choses par rapport auxquelles les gens n'ont pas fait très attention. Anthony Blinken n'a pas reçu le président rwandais, alors qu'il a rencontré le président Tshisekedi. À la photo de famille, le président rwandais n'était pas sur la photo. Et souvent, c'est une façon également à l'échelle internationale d'éviter certaines personnes
pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire, pour dire clairement que, sans dire que les États-Unis soutiennent totalement la RDC, mais les États-Unis demandent clairement au Rwanda d'arrêter son soutien au M23 d'abord, et ensuite d'utiliser son influence sur le M23 pour les amener à accepter ces accords de Luanda. L'appel des États-Unis d'Amérique sera écouté, selon vous, Mamadou Diouf, par le Rwanda? Difficile à dire puisque Kigali n'a rien dit. Au contraire, Kigali est resté sur sa position habituelle. Nous ne sommes pas concernés par cette affaire. C'est une affaire entre le M23 des Aïrois, des Congolais de RDC et le pouvoir au niveau de la RDC. Kigali n'a jamais accepté qu'il y a eu une ingérence au niveau de cette affaire. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde pour croire à la thèse de Kigali. Maintenant, en fonction des pressions, on peut faire changer au président Kagame de position. Et je me dis que les pressions ne doivent pas venir des Américains seulement. L'organisation sous-régionale, l'Union africaine doivent également se mêler pour que ce conflit qui ne sert absolument à rien puisse être arrêté le plus tôt possible. Parce que c'est comme ça qu'on joue avec le feu jusqu'à ce qu'on se retrouve ici un jour avec un affrontement entre la RDC et le Rwanda. Tout le monde dira, tout le monde savait, mais on sera là à compter des morts, des blessés et des populations déplacées. Il y en a déjà trop actuellement sur le continent africain. Alors pour certains analystes, Mamadou Diouf, derrière le M23, il y a le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a les États-Unis d'Amérique. Donc cette déclaration, elle est à analyser avec minutie. Non, je ne pense pas que les États-Unis soient derrière le Rwanda par rapport au M23. Je disais au début de mon propos qu'il y avait quand même des relations intéressantes entre les deux pays, mais ce niveau des relations a baissé depuis quelques années. Ça également, c'est une réalité. Maintenant, les États-Unis derrière le Rwanda et indirectement derrière le M23, pour faire quoi? À quoi bon? C'est tout le problème. Les États-Unis actuellement ont besoin de minerais surtout. Le cobalt, le Zaïre, la RDC est un énorme producteur de cobalt et ce n'est pas les seuls minerais qui sont produits par ce pays. D'ailleurs, même ce Rwanda qui appuie le M23 est intéressé par ce sous-sol de la RDC. Je ne vois pas qu'est-ce que les Américains gagneraient en se cachant derrière un M23 qui a été combattu par les Nations Unies parce que quand la RDC avait réussi à chasser le M23, il l'avait fait avec le soutien de la MONUSCO, qui est le bras armé des Nations Unies. Et tout le monde sait quelle est la position des États-Unis au niveau des Nations Unies, en particulier au niveau du Conseil de sécurité. Ça m'étonnerait que les Américains soient encore derrière le M23. La situation sur le terrain, elle est comment, Mamadou Diouf? Malheureusement, elle est pratiquement statique parce que le M23 n'a pas reculé. Ils n'ont pas encore pris Goma, mais les endroits qu'ils ont pris, ils sont restés sur place malgré parfois des combats, des bombardements même, puisque l'armée zaïroise a fait des bombardements où malheureusement, comme d'habitude, c'est des populations déplacées, c'est les populations qui rencontrent le plus de difficultés dans ce combat qui aurait pu être évité, parce que moi c'est surtout ça qui me pose problème aujourd'hui. Est-ce que la diplomatie africaine n'est pas capable d'anticiper sur un certain nombre de choses? On a vu le M23 revenir. On en a d'ailleurs parlé 2 ou 3 fois ici, avant même qu'on en arrive à ce niveau. Mais l'Union africaine a mis en place une médiation. On a pris le président angolais. Qu'est-ce qui devait être fait et qui n'a pas été fait? Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir actuellement pour qu'on résolve d'abord ce conflit, mais que ça serve de leçon pour qu'on n'attende pas que les conflits éclatent pour venir après vouloir résoudre les conflits. Ça devient beaucoup plus compliqué. Il vaut mieux éviter un conflit que de vouloir gérer après tout ce que cela entraîne comme conséquence néfaste, bien sûr. Actuellement, selon vous, qu'est-ce que l'organisation africaine peut faire? Je crois que la meilleure chose qui peut être faite, le président sénégalais est encore président de l'Union africaine, il faut qu'il appelle le président Kagame. Parce que les choses de plus en plus, même, comment il s'appelle, le président de la commission, Faki Mahamat, on a entendu également ses propos par rapport à cette question qui considère que le Rwanda est impliqué dans cette affaire. Il faut que le président de l'Union africaine appelle
le président Kagame pour lui rappeler qu'il a été lui-même président de l'Union africaine. Et dans cet objectif d'avoir une Afrique unie, on ne peut pas atteindre cet objectif quand des pays se mettent les uns contre les autres, surtout quand il s'agit de pays qui sont voisins, de pays qui sont frontaliers. Et s'il est capable d'entendre ce qu'on lui dit, c'est une très bonne chose. S'il ne peut pas l'entendre, je crois que l'Union africaine également doit pouvoir penser à mettre en place un arsenal de sanctions quand on est en face de ce genre de situation pour que l'on puisse quand même vivre dans ce continent-là en paix. On a ce droit, il n'y a pas de raison pour qu'on soit en permanence en Afrique dans la guerre, dans cette zone ou dans telle autre zone. Alors, Mamadou, malgré les zones de blocage, l'ancien président kenyan, vous avez parlé de lui tout à l'heure, Uhuru Kenyatta, est resté très optimiste. Qu'est-ce qui explique l'optimisme de l'ancien président, nonobstant tout ce qu'on voit? Mais pour moi, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on gagne dans une guerre entre le Rwanda et la RDC, qu'elle soit directe ou qu'elle soit indirecte, comme on le voit actuellement à travers le M23? Je ne le vois pas. Ni le Rwanda, ni la RDC. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie, il y a une certaine dépendance du Rwanda par rapport à la RDC que les gens sont en train d'oublier. Si le Rwanda s'aventure dans une guerre avec la RDC, c'est vrai qu'on a l'impression que ce pays est un peu disloqué, il y a beaucoup de rébellions à l'intérieur, mais parfois c'est comme ça que vous suscitez un sursaut que vous n'imaginez même pas. Et le sursaut a commencé, vous avez vu comment certains jeunes ont commencé à se mobiliser pour aller se battre contre le M23 et même contre le Rwanda s'il le faut après l'appel du président Tshisekedi. Mais à quoi bon aller jusqu'à ce niveau? À quoi bon? Lui, en tant qu'ancien président, il se dit, mais c'est des premiers responsables de pays, ils connaissent les enjeux d'une guerre, ils connaissent les conséquences d'une guerre, mais ils doivent pouvoir savoir que chacun d'entre eux n'a aucun intérêt à ce qu'on essaye de résoudre ce problème par la voie militaire. Il vaut mieux résoudre ce problème sur la voie diplomatique. Et c'est ça qui explique certainement son optimisme, parce que même si les gens s'aventuraient sur la voie militaire, ils seront obligés malheureusement, à un certain moment, de repasser encore par le dialogue pour arrêter la voie militaire. Alors, est-ce que les sanctions seraient prévues par le secrétariat d'État américain au cas où le président rwandais, Paul Kagame, ne fait pas ce qu'on lui demande? Si les Américains sont conséquents, oui. En tout cas, c'est ce qu'on connaît des Américains. C'est d'abord l'information, c'est la prise de position, c'est la pression de façon progressive. Ensuite, c'est la sanction. S'ils ne le font pas, il y aura de quoi se poser des questions par rapport à la politique étrangère américaine. Pourquoi pas le Rwanda? On aura à se poser la question et à essayer de chercher pourquoi le Rwanda ne va pas être sanctionné. D'autant plus que vous voyez, il y a eu cette chose incongrue dans ce sommet où les Américains ont presque interdit aux États africains d'être en relation avec la Russie. Derrière l'interdiction, ils ont été clairs. Ils partent de sanctions. Ici, on est en face d'une chose où ils ont les éléments, parce que parmi ceux qui ont fait le travail d'investigation, vous avez des universités américaines. On ne comprendrait pas que les Américains ne veuillent pas sanctionner le Rwanda, alors qu'on les connaît sur la sanction contre l'Iran, la sanction contre la Russie, la sanction contre la Chine. Il va falloir qu'on nous dise pourquoi pas le Rwanda. Cette position des États-Unis d'Amérique, Mamadou, est-ce que la position là ne peut pas pousser le Rwanda aussi vers Moscou? Ce n'est pas aussi évident, parce que Kagame actuellement est dans une zone où il a essayé d'imposer un leadership et ça n'a pas marché. Il faut le dire clairement, ça n'a pas marché. À un certain moment, Tshisekedi, en étant président de l'Union africaine, avait commencé à prendre ce leadership en essayant de renouer avec le Rwanda, ce qu'il a quand même réussi à l'époque. La même chose a été fait avec l'Ouganda. La même chose a été fait avec également le Burundi. Il a quand même essayé de faire un travail pour que l'organisation sous-régionale puisse se remettre encore sur pied. Maintenant, la Russie, que les Américains sanctionnent le Rwanda ou pas, la Russie est intéressée par l'Afrique. Et je ne pense pas que la Russie va raisonner simplement par la sanction ou pas des Américains. Autant les Américains sont en train de faire leur stratégie pour dire aux Africains, ne vous mêlez pas à des relations avec la Russie, mais autant les Russes sont en train de faire également
leur stratégie pour nouer des relations avec les Africains. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères avait fait une tournée. Il envisage de revenir en Afrique, ce qui veut dire que, sanctions ou pas, les Russes sont en train de faire le travail pour que, sur le continent africain, qu'ils soient également suffisamment représentés, sinon même mieux représentés que d'autres pays. Alors, les Occidentaux, on les connaît, ils s'appuient sur les alliés. Je vais parler de la France, de la Grande-Bretagne et d'autres pays éventuellement pour faire blocus à certains pays. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer par là également pour intimider le Rwanda? Il y a un analyste qui se posait la question, pourquoi les Américains semblent seuls dans cette affaire? La France a quand même dit une fois au Rwanda de ne pas soutenir le M23 de façon officielle, mais on n'a pas senti une décision assez forte. Alors que d'habitude, effectivement, c'est ce trio que l'on voit en train de dire à un pays, si vous ne faites pas telle chose, vous allez être sanctionné. Cet analyste disait que c'est curieux que pour cette question du Rwanda, dans les coulisses en privé, la France, l'Angleterre ont la même position que les États-Unis, mais à l'échelle mondiale, on ne les entend pas comme on entend les États-Unis sur cette question de façon aussi forte par rapport au Rwanda. Bon, pour la France, on peut comprendre, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu des relations extrêmement compliquées avec le Rwanda, qui n'ont pas été d'ailleurs totalement réglées, mais il y a une sorte de renouveau qui est là, qui passe par l'ancienne ministre des Affaires étrangères qui dirige actuellement l'OIF. Certainement, la France ne veut pas pour le moment casser ce mariage qui est là avec le Rwanda. Mais si ça continue, la France sera obligée également de prendre une position forte parce que par rapport au droit international, un pays ne doit pas pouvoir aller appuyer une rébellion à l'intérieur de notre pays, bien que la France l'a fait, les États-Unis l'ont fait, et parfois c'est ça la curiosité de ce monde, ceux qui donnent les leçons n'ont pas appris eux-mêmes les leçons qu'ils donnent aux autres. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière on reçoit le journaliste sportif togolais Armel Prince Ouaba.